L'autre paramètre de dispersion qu'on a, c'est l'intervalle interquartile, qui représente l'intervalle où on a 50% des individus. Et je vais mieux l'illustrer avec cette figure qui est extrait de mon livre dont j'ai parlé à la dernière session sur l'initiation à la recherche quantitative en santé. Ça, c'est l'une des images que j'ai juste capturées de ce document, qui décrit en fait les différents éléments qu'on peut avoir lorsqu'on a à présenter une variable quantitative. La ligne qu'on a là, c'est à peu près les valeurs qu'on peut avoir. Supposons que c'est la pression artérielle systolique. 110, 115, 120, ça, c'est les valeurs que les individus ont eues jusqu'à la valeur maximale qu'on a ici. Donc, vous voyez que ça, c'est le minimum qu'on a ici. Et là, c'est le maximum. Et c'est ce qu'on va appeler l'étendue. L'étendue, c'est l'espace dans lequel on a toutes les valeurs qui ont été obtenues, en allant de la plus petite valeur, le minimum, à la plus grande valeur, le maximum qu'on a ici. Et la médiane, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la valeur pour laquelle on a la moitié au-dessus et la moitié en dessous. Donc, si je vous dis par exemple que la médiane de la pression artérielle systolique, c'est de 130 et que j'ai une population de 500 personnes, vous allez comprendre que j'ai 250 qui ont moins de 130 et j'ai 250 qui ont plus de 130. Maintenant, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les quartiles, Q1, Q2 et Q3. Les quartiles, ce sont les valeurs qui divisent la population en 4 parts égales. Voilà, pardon. Donc, je disais, les quartiles, ce sont les valeurs qui vont diviser la population en 4 parts égales. Et ça fait qu'on a 3 valeurs. Parce que souvent, quand on dit les quartiles, les gens pensent que ça veut dire qu'on a 4 quartiles. Non. Il y a 3 valeurs parce que ce sont les parts égales. C'est 4 parts égales. Et donc, si j'ai un morceau de bois que je vais couper en 4 parts, normalement, je coupe à 3 endroits, ça me fait 4 parts. Parce que quand je coupe déjà au premier endroit, ici, ça me fait 2 parts. Je coupe là, ça me fait 3 parts. Je coupe, ça me fait 4 parts. Et c'est ça les 3 quartiles que j'ai dans une population. Ça fait que le premier quartile, c'est la valeur où j'ai 25% en dessous et 75% au-dessus. Donc, encore une fois, si dans ma population, j'ai 500 participants, et qu'on me dise que le premier quartile, c'est 130, ça veut dire que j'ai 125 participants, donc 25%, qui sont en dessous de 130, et j'ai 375 participants, donc 75%, qui sont au-dessus de 130. Et c'est ça la notion du premier quartile. Pareil, le troisième quartile qu'on a ici, j'ai 25% qui sont au-dessus et 75% qui sont en dessous. Et vous comprenez que si j'ai 25% ici, là, de ce côté, et de ce côté, j'ai également 25%, c'est-à-dire que si je prends l'intervalle entre le premier et le troisième quartile, j'aurai 50% des individus qui sont dans cet intervalle-ci. Et c'est pourquoi on dit l'intervalle interquartile. L'intervalle entre le premier et le troisième quartile contient 50% des participants. Maintenant, pour que vous compreniez pourquoi c'est un paramètre de dispersion, parce que parfois on a l'impression qu'on a juste dit ça de manière aléatoire comme ça là. C'est un paramètre de dispersion parce que quand je vous donne l'intervalle interquartile, ça vous renseigne sur est-ce que les valeurs sont surtout regroupées ou est-ce qu'elles sont surtout espacées. Par exemple, si je vous dis, dans une première étude que j'ai faite, l'intervalle interquartile était de 15 à 20. Ça, c'est ma première étude. Et dans une deuxième étude que j'ai faite, l'intervalle interquartile était de 3 à 35. Donc, j'ai 15 à 20, j'ai 3 à 35. Je suis en train de vous dire qu'en fait, pour la première étude, juste entre 15 et 20, j'avais déjà la moitié de mes participants là, juste entre 15 et 20. Alors que la deuxième étude, j'ai dû aller de 3 à 35 pour avoir 50%. Et il va de soi que la deuxième étude, ça veut dire que les gens sont plus éparpillés. C'est pour ça que je dois prendre un intervalle aussi grand pour avoir 50%. Alors que dans le premier cas, juste entre 15 et 20, j'ai déjà eu mes 50% là-dedans. Et on comprend aisément que la première étude est moins dispersée et la deuxième a les réponses qui sont beaucoup plus dispersées. C'est pourquoi l'intervalle interquartile est un paramètre qui nous renseigne sur la dispersion. Et le dernier paramètre de dispersion, qui est aussi sur le graphique ici, c'est l'étendue entre le minimum et le maximum. Lorsque je renseigne juste le minimum et le maximum dans une variable quantitative, j'ai déjà donné une information sur à quel point est-ce que les valeurs sont dispersées. Par exemple, si je vous dis l'âge des participants était compris entre 12 et 78 ans. Quelqu'un d'autre dit l'âge des participants était compris entre 20 et 40 ans.
C'est clair que les participants ont des réponses qui sont plus dispersées que le premier cas, que l'autre cas, les participants sont plus regroupés entre 20 et 40 ans. Et ce sont tous ces éléments, en fait, qu'on va utiliser pour présenter ces résultats quand on parle des variables quantitatives et donc, évidemment, qu'on va également utiliser pour faire son plan d'analyse statistique parce que c'est le squelette selon lequel mes résultats seront présentés à la fin. Ça, c'est pour les variables quantitatives. Et il y a un élément qui est souvent très utilisé, malheureusement, pas bien compris, c'est ce qu'on appelle la distribution d'une variable quantitative. Parce que c'est ça, en fait, qui va déterminer quel est l'indicateur qu'on va utiliser pour décrire ces variables. Et la distribution, c'est quoi? C'est simplement la façon dont les réponses des participants sont réparties. C'est-à-dire que j'ai pris les réponses des gens. Comment est-ce que ces réponses-là se répartissent? Ça encore, c'est un schéma que j'ai extrait de mon livre où c'est également présenté et décrit sur la distribution des variables. Mais je vous présente ça en décrivant ça également ici. Là, on a trois populations, A, B et C, telles que c'est présenté là. Et j'ai un schéma qui représente les réponses que les individus ont eues pour la population A, la population B et la population C. Je pense que c'est peut-être pas identique, mais c'est à peu près ça les éléments qu'on a là. Voilà, c'est ça. Donc, ici, pour la population A, par exemple, j'ai deux personnes qui ont 120, deux personnes qui ont 121, deux personnes qui ont 122, ainsi de suite jusqu'à 130. C'est-à-dire que quand je mets ça sur un graphique, par exemple, ici, j'ai les valeurs que les gens ont eues et je mets le nombre de points correspondant à l'effectif de ce qu'on a eu pour chaque catégorie là. Ou est-ce que pour la population A, j'ai 2, 2, 2, 2, 2. Et si je devais en faire une courbe, ça ferait quasiment une droite ici, là, qui passerait comme ceci pour représenter les valeurs de la pression artérielle systolique. Dans la population B que j'ai ici, j'ai à peu près 6 ou 7 personnes qui ont la valeur de 120. Après, j'ai 4 personnes qui ont 121. Après, j'ai 3 personnes qui ont 122, 2 personnes qui ont 123, et ainsi de suite. Plus la valeur de la pression artérielle augmente, moins il y a de gens. Donc, ça donnerait une courbe qui viendrait descendre ici comme ceci pour représenter les valeurs de la pression artérielle systolique qu'on a. Le troisième cas, j'ai une personne qui a 120, une qui a 121, j'ai deux à 122, trois à 123, ou même quatre là. 125, il y en a encore plus. Et après, à 126, ça diminue, 127, ça diminue encore, 128, 129, on en a encore moins. Et si je mets la population C sur un graphique aussi, ça me donnerait une courbe qui va comme ceci et qui redescend là. Je pourrais prendre un nombre infini d'exemples comme ceci. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle la distribution de la variable. C'est la façon dont les réponses sont réparties, tout simplement. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas un nombre, il n'y a pas un nombre limite de distributions possibles. Le nombre de distributions est infini. Il y a un nombre infini. J'aurais pu faire un exemple où la courbe vient comme ça descend et ça remonte et ça descend encore. Ou alors ça vient un trait, ça monte ici, ça descend après. Ça, je peux avoir un nombre infini de répartition des réponses de la pression artérielle systolique. Et quand vous allez travailler dans la recherche, quand vous allez collecter les données réellement, vous allez vous rendre compte que quasiment chaque étude sort avec sa part de distribution. Parce que ce n'est pas toi qui donnes l'âge aux gens. Ils viennent avec leur réponse de l'âge, ils viennent avec leur réponse de pression artérielle et tout ce qu'on peut manier comme variable quantitative. Et donc, quand tu prends les données, ça sort comme ça sort. Ce que ça donne devant toi, c'est ce que tu vois et c'est avec ça que tu dois faire. Et c'est ça qu'on appelle la distribution de la variable. Maintenant, il y a quand même une distribution particulière qui présente un intérêt en matière de recherche. Et c'est ça, finalement, tout l'enjeu qu'il y a derrière la notion d'étudier et de connaître la distribution. C'est ce qu'on appelle la distribution normale. Distribution normale. Attention, le contexte n'est pas distribution anormale. Voilà, non. C'est la distribution non normale. C'est juste que ce n'est pas normal. Ce n'est pas qu'il y a une distribution anormale, non. La distribution normale a la particularité de présenter ces trois caractéristiques qu'on a ici, là. Première caractéristique, c'est que ça a la forme d'une cloche. C'est qu'ils entendent qu'il y a un seul mode. C'est-à-dire que le mode, c'est la valeur qui a le plus grand effectif. Donc, si on regarde pendant mon exemple que j'ai ici, c'est sur la pression artérielle systolique avec les valeurs comme tout à l'heure, mais sauf qu'on verra qu'il y a comme une forme de cloche ici qui redescend en bas comme ceci. En gros, ça veut dire qu'en fait, quand on regarde les nombres de participants ayant les valeurs, on a une valeur pour laquelle il y a un grand nombre de personnes qui ont cette valeur-là.
C'est pour ça qu'on dit que c'est en forme de cloche avec un seul mode. Deuxième caractéristique, c'est que c'est symétrique par rapport à la moyenne. Ça veut dire que la moyenne est au centre. Ça veut encore dire que la moyenne est égale à la médiane. Donc, vous voyez que ici, si je prends la médiane, ici, parce que si on coupe au milieu là, l'axe de symétrie ici, on voit que le nombre de personnes qu'il y a à gauche ici, c'est encore égal au nombre de personnes qu'il y a à droite là, au niveau de l'axe de symétrie ici. Et si vous calculez la moyenne, vous voyez que la moyenne, c'est encore le 125 qu'on a à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique d'une distribution qui est dite normale. Et la troisième caractéristique, c'est que si on prend l'intervalle moyenne moins 2 fois écart type, à moyenne plus 2 fois écart type, on aura 95% des individus dans cet intervalle. Donc, si je viens ici calculer l'écart type, et puis je prends la moyenne de 126, je fais moins 2 écart, ça va donner peut-être une valeur autour d'ici. Je prends encore la moyenne, je fais plus 2 écart, ça va faire quelque chose autour d'ici. Si je vois le nombre de personnes que j'ai dans cet intervalle-ci, là, ça devrait faire 95% des participants à mon étude. C'est que si mon étude avait 1000 participants, j'aurais 950 qui sont dans l'intervalle moyenne moins 2 écarts types en moyenne plus 2 écarts types. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle la distribution normale. Ce qui veut dire que tout ce qui ne respecte pas ces trois critères-ci, normalement, c'est une distribution qui n'est pas normale. En principe, on ne considère pas comme une distribution normale. Donc, quand je dis que l'âge a une distribution normale, je suis en train de dire que la façon dont les réponses de l'âge sont réparties, c'est en fait suivant les principes de la distribution normale. C'est-à-dire, il y a un seul mode qui est au centre. Deuxièmement, c'est symétrique par rapport à ce centre-là. Et troisièmement, quand je prends mon intervalle, moyenne moins 2 écarts type, moyenne plus 2 écarts type, j'ai 95% des personnes qui sont dans cet intervalle. Maintenant, ça, c'est la définition, je dirais, théorique. La définition opérationnelle, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand on est en face des données réellement, ce qu'on va utiliser, c'est autre chose. Premièrement, on va se servir d'un histogramme. Et vous avez là un exemple d'histogramme issu de logiciel SPSS, par exemple. Je crois pour la valeur, je ne sais plus quelle valeur c'était ici. Et vous verrez que j'ai deux distributions ici. J'ai un cas à gauche et un cas à droite. Et vous allez voir que si on veut comparer ça aux caractéristiques qu'on a données pour la distribution normale tout à l'heure, vous verrez déjà que, premièrement, ça a une forme de cloche. Donc, on a les bandes de ma variable ici avec la courbe qui est un peu tracée au-dessus là. Ça a une forme de cloche. Mais ceci ne suit pas vraiment la forme de cloche parce que les pointes sont beaucoup plus hautes que ce qu'on a prévu ici. Mais deuxièmement, ceci est symétrique ou est à peu près symétrique. Si je trace une ligne là, le côté que j'ai à gauche est à peu près comme le côté qui est à droite. Alors que ici, c'est complètement asymétrique. Si je trace un axe ici, par exemple, on va voir que c'est plus étendu de ce côté droit par rapport à ce côté gauche. Donc ça, ce n'est pas symétrique. Et en plus, si je prends l'intervalle, comme j'ai mis là, si on fait le calcul, on verra que ça ne correspond pas. Donc, en gros, l'histogramme me permet déjà de savoir est-ce que cette variable a une distribution qui ressemble à la distribution normale ou alors c'est une distribution qui n'est pas normale. Deuxièmement, et ça c'est pour moi un petit raccourci qui est vraiment très pratique pour reconnaître en un coup d'œil si ma distribution est normale ou pas. C'est de comparer la moyenne au double de l'écart type. Donc, si vous prenez la moyenne, vous voyez l'écart type, vous faites x2. Et vous comparez juste la moyenne au double de l'écart type. Si la moyenne est plus grande que le double de l'écart type, il est très probable que la distribution soit normale. Très probable. Mais si par contre la moyenne est inférieure au double de l'écart type, il est très probable que la distribution soit non normale. Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, dans mon exemple ici, la moyenne, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est mentionné, la moyenne ici, c'est 45,3 et l'écart type, c'est 1,47. Ça veut dire que si je prends le double de l'écart type, supposons qu'on arrondisse à 2 ou à 1,5, le double de l'écart type sera 3. Ça fait que j'ai une moyenne de 45 et j'ai le double de l'écart type qui est à 3. Évidemment, 45 est supérieur à 3. Donc, ça me conforte dans l'idée selon laquelle la distribution de cette variable-ci est normale. Alors que dans le deuxième cas, la moyenne, c'est 0,98 et l'écart type, c'est 0,75. Et donc, vous voyez que si je prends le double de 0,75, ça me fait 1,5. Du coup, ça fait que j'ai une moyenne de 0,98
Et le double de l'écart type, c'est 1,5. Et 0,98 est inférieur à 1,5. C'est pourquoi ça me conforte dans l'idée selon laquelle la distribution est non normale pour la deuxième variable que j'ai de ce côté-ci. Et donc, vous voyez que quand on vous donne les résultats, en fait, même vous-même en regardant, c'est quoi la moyenne? C'est quoi l'écart type? Avec ce petit principe-ci, dans la majeure partie des cas, ça va vous fixer sur est-ce que la distribution est normale ou pas. Mais si en plus vous avez l'histogramme, vous allez voir vous-même est-ce que ça ressemble à la distribution normale et ça vous permet de trancher clairement. Et c'est ça qu'on appelle utiliser les méthodes graphiques pour déterminer si la distribution est normale ou pas. Mais il y a également des méthodes statistiques. Ça, c'est peut-être pour ceux qui voudront apprendre un peu de notions de statistiques plus tard, ou même dans les différents cours que nous, on offre. Vous pourrez comprendre plus en détail quand on parle de tests de Shapiro-Wilk ou de Kolmogorov-Smirnov. C'est des tests qui permettent de vérifier de manière quantitative avec une valeur P si la distribution est normale ou pas. Mais déjà, avec ces méthodes graphiques-ci, c'est largement suffisant pour pouvoir évaluer et pouvoir apprécier. Ça fait que si je reviens, par exemple, sur ce qu'on avait tout à l'heure, on verrait qu'en fait, la population qui se rapproche le plus de la distribution normale, c'est la population C qu'on a ici. Parce que quand même, ça ressemble à la forme de cloche dont on a parlé. La moyenne et la médiane, c'est au même niveau. Et puis, c'est symétrique là, ça ressemble comme la distribution normale. Contrairement aux autres qui sont, ici c'est complètement plat, ici c'est complètement ce qu'on appelle dévié vers la droite, complètement là. Et ça permet de renseigner si la distribution est normale ou pas. Et un autre élément que je précise quand même ici, c'est que ce que je donne ici, le calcul là, c'est juste un raccourci. Ce n'est pas une méthode standard sur laquelle on peut se baser pour dire à coup sûr. Mais de mon expérience, dans au moins 95% des cas, ça correspond après à ce que même le test statique va me donner pour évaluer la distribution ou pas. Et l'enjeu derrière la distribution, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on se casse autant la tête dessus? Parce que c'est ça qui me fait savoir quel est le bon paramètre de tendance centrale. Je crois que l'exemple que j'ai pris sur les salaires tout à l'heure vous permet de comprendre que si je prends le mauvais paramètre de tendance centrale, je vais vraiment dérouter les gens avec mes résultats. Imaginez que j'ai une étude où j'ai 15 variables quantitatives et sur lesquelles je choisis le mauvais paramètre de tendance centrale. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont lire mes résultats plus tard seront complètement au champ. Je ne serai pas en train de renseigner la bonne information que mes données ont pourtant et contiennent pourtant réellement. Mais comprendre ça me permet de bien distinguer, de savoir qu'est-ce que je présente dans mon plan d'analyse et après, qu'est-ce que je présente dans mes résultats pour pouvoir renseigner efficacement ce qu'il faut. Et donc, pour résumer, quand on parle de statistiques descriptives, à quoi est-ce que ça renvoie? Pour les variables qualitatives, c'est un tableau de fréquence où je décris les effectifs et les pourcentages de chaque modalité avec la possibilité de décrire plusieurs variables dans le même tableau. Pour les variables quantitatives, ça renvoie à soit je regroupe en classe et je décris avec effectif pourcentage pour ces différentes classes-là, ou alors je vérifie la normalité avec les méthodes graphiques que je viens d'expliquer et selon que la distribution est normale ou pas. Si ma distribution est normale, je vais prendre comme élément de description la moyenne, plus ou moins écart type, et à ça, je vais rajouter le minimum et le maximum. Mais si ma distribution n'est pas normale, je vais prendre la médiane et l'intervalle interquartile, et à ça aussi, je vais rajouter le minimum et le maximum. Et c'est de cette façon dont qu'on va faire la description pour ce qui concerne les variables quantitatives. Et ceci, en général, je peux vous garantir, suffit à faire au moins la moitié du plan d'analyse statistique de quasiment toutes les études que j'ai vues. Parce que le plus souvent, la première partie, c'est la partie qui concerne les objectifs qui sont à visée descriptive. Les objectifs tels que décrire les caractéristiques de la population d'études, décrire la présentation clinique, déterminer la prévalence, déterminer les formes cliniques, déterminer le profil étiologique. Tous ces objectifs qui vont dans ce sens-là, en général, c'est purement de la description. Et concrètement, ça veut dire, je prends mon objectif, je vois les variables qui me permettent d'atteindre cet objectif-là, et là encore, il faut savoir comment faire son questionnaire pour que les variables servent à atteindre les objectifs. Et je vais vous référer à notre vidéo qu'on a sur 10 points pour réussir son questionnaire, qui est sur notre page YouTube également, pour pouvoir comprendre comment je fais un questionnaire qui cadre avec mes objectifs. Et lorsque je l'ai bien fait, quand j'arrive à l'étape de plan d'analyse maintenant, je prends un objectif, je sais quelles sont les variables qui vont dans cet objectif-là. Et selon le type de variable, quantitative ou qualitative, je dessine mes tableaux.
Si j'ai les variables qualitatives, je fais mes tableaux avec deux, trois variables. Je mets un titre, tableau 1, j'ai mes variables. Tableau 2, j'ai mes variables. Et je sais que ça ce sont les variables qui entrent dans cet objectif de description. Quand j'ai des variables quantitatives, je vais mettre en catégorie, suivant les principes qu'on a définis tout à l'heure, pour déterminer les différentes catégories. Et je fais encore mes tableaux avec effectif et pourcentage. Et dans ce cas, je vais rajouter une phrase sous mon tableau pour dire, OK, pour ces variables-ci, calculer la moyenne et les cas types ou la médiane et l'intervalle interquartile avec le minimum et le maximum selon la distribution des données. Ça fait que celui qui analyse, normalement, devrait comprendre que, tiens, je vais vérifier la distribution. Si c'est normal, je mets la moyenne. Si ce n'est pas normal, je mets la médiane. Et je fais pareil pour toutes les variables quantitatives en suivant un ordre logique et cohérent selon mes objectifs spécifiques et les variables qui entrent dans chacun de ces objectifs-là. Et quand je l'ai fait ainsi, je suis en train de dérouler mon plan d'analyse statistique qui certainement va être cohérent et bien adapté. Et en principe, ici, je devrais vous présenter l'exemple, mais je crois que je l'ai déjà fait hier. Donc, je vais passer dessus, surtout que là, on rattrape un peu. Et je vais terminer juste en partageant avec vous quelques-unes des formations que nous on offre, qui pourraient peut-être vous intéresser. La première, c'est l'analyse des données avec le logiciel R. C'est le meilleur logiciel d'analyse statistique dans le domaine de la santé, le plus utilisé, qui est d'ailleurs complètement gratuit, donc pas besoin de crack pour ça. Et là, on a une formation qui se déroule sur 12 modules, qui est complètement en ligne, entièrement disponible sur notre plateforme de formation. Vous pouvez voir les modules sur le traitement des variables et vous avez un module sur la statistique descriptive où maintenant on voit comment est-ce qu'on applique ce que je viens d'expliquer là dans le logiciel. Comment est-ce que, après avoir fait mon plan d'analyse, maintenant moi-même je vais aller dans mon logiciel faire l'histogramme. Je vais aller voir moi-même la moyenne qu'il y a, les cas types, sortir les effectifs pourcentages, etc. Il y a également des modules sur l'étude d'association, analyse multivariée et tout le reste. Mais on a aussi un module de formation sur SPSS, où c'est à peu près le même contenu, mais juste que c'est appliqué au logiciel SPSS pour pouvoir faire l'analyse statistique des données. Et enfin, on a également une formation sur la méthodologie de la recherche où on revient sur tous ces éléments. Par exemple, voilà, c'est ça, ici, méthodologie de la recherche scientifique, recherche documentaire, comment est-ce qu'on fait les références, comment on calcule la tête de l'échantillon, comment est-ce qu'on fait un questionnaire qui cadre avec ses objectifs, etc. Et également un module de formation sur la rédaction d'articles scientifiques. Là, c'est une formation qui a 14 modules au total. Comment est-ce qu'on rédige l'introduction, la méthode, comment est-ce qu'on choisit le journal, comment est-ce qu'on écrit la cover letter, comment on répond aux auteurs, aux reviewers, ainsi de suite, et tout ce qu'on a jusqu'à la publication et la promotion après la publication de son article. Et je l'ai dit hier, notre objectif, c'est vraiment qu'on puisse améliorer la qualité de la recherche dans notre environnement et dans le contexte africain. C'est pour ça que nous, on s'appelle Building Medical Research in Africa. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, la prochaine session qu'on aura va porter sur les études d'association. Là, on a parlé aujourd'hui pour la partie de statistiques descriptives. On verra maintenant, quand j'ai des outils qui portent sur l'étude d'association, facteurs associés à tel, identifier les déterminants de tel, comment est-ce que je présente mes tableaux? Déjà, quels sont les outils que j'utilise? Odd ratio, valeur P, risque relatif, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on les applique de manière simple dans un plan d'analyse statistique et après dans ses résultats? Et on terminera par l'analyse multivariée, dans la régression logique par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que ça sert? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et je vous donnerai, je l'ai promis à la dernière session, je vous donnerai un modèle de plan d'analyse que nous, on a conçu qui peut s'adapter à tous les types d'études. Vous aurez juste à l'adapter justement selon vos objectifs, selon vos variables pour avoir un plan d'analyse statistique qui est cohérent et qui est correct et qui va vous permettre d'atteindre les objectifs de votre étude.